Bonjour à tous. Alors, suite du chapitre sur la France, une république démocratique, les institutions françaises de la Ve République, et après avoir vu le président de la République, on va voir le pouvoir législatif, c'est-à-dire les assemblées. Alors, dans la règle de droit que nous avons déjà étudiée en quatrième, il y a un principe essentiel qui a été énoncé par un philosophe appelé Montesquieu, c'est celui de la séparation des pouvoirs. Alors lui, il distinguait trois types de pouvoirs. Le pouvoir exécutif, c'est-à-dire faire appliquer les lois, ça c'est le gouvernement et le président de la République. Le pouvoir exécutif, c'est le président dans l'Assemblée nationale, dans la Ve République avec son Premier ministre. Il y a ensuite le pouvoir législatif, celui qui fait les lois et qui vote les lois. C'est le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat. On distinguera dans quelques instants ces différents mots. Et puis il y a le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire ceux qui jugent, ceux qui ne respectent pas les lois. Ça, ce sont les tribunaux et les juges. Donc voilà, trois pouvoirs. Donc nous avons fait la dernière fois le pouvoir exécutif. Nous allons faire aujourd'hui le pouvoir législatif et puis le pouvoir judiciaire. Vous l'avez déjà vu en quatrième en principe. Donc, selon Montesquieu, il faut absolument que ces trois pouvoirs soient séparés. Si ces trois pouvoirs sont séparés, il s'agit d'une république. Alors, le pouvoir législatif est lui-même divisé en deux assemblées. Alors, il y a d'un côté l'Assemblée nationale et il y a de l'autre côté le Sénat. Donc, il y a deux assemblées qui votent les lois. Alors, ici, l'Assemblée nationale, si on devait faire une rapide carte d'identité, ce sont 577 députés. Ils sont élus au suffrage universel direct lors d'élections législatives auxquelles tous les citoyens sont appelés à participer, et les députés siègent au Palais Bourbon, qui est juste ici au bord de la Seine. C'est le bâtiment qui est représenté. À côté, vous avez le Sénat. Donc le Sénat, ce sont 348 sénateurs. Et là, originalité, particularité par rapport à l'Assemblée nationale, ils sont élus au suffrage universel indirect. C'est-à-dire que dans le cas de l'Assemblée nationale, vous votez directement pour votre député. Ici, en fait, vous choisissez des grands électeurs. Alors, je vous explique ça. Vous, vous allez voter pour un maire et le maire va voter pour un sénateur. Vous votez indirectement. Donc ça reste un principe démocratique puisqu'il y a un droit de vote, mais vous ne votez pas directement pour les sénateurs. C'est pour ça qu'en général, les Français connaissent moins leurs sénateurs que leurs députés. Et puis, ces sénateurs siègent au Palais du Luxembourg, toujours à Paris. C'est le bâtiment qui est ici. Et je vous avais dit qu'on essaierait de départager un peu tous ces mots, de clarifier un peu tous ces termes. Eh bien, on peut le résumer sous la forme d'une formule mathématique. Assemblée nationale plus Sénat égale Parlement. Et le Parlement, c'est le pouvoir législatif. Ce sont les institutions qui votent les lois. Ça, c'est l'élément essentiel. Alors, pour la petite histoire, mais bon, moi j'aime bien ces petites histoires-là. L'Assemblée nationale, le Sénat, parce qu'on verra que le Sénat est un peu moins important dans le vote de la loi, ou en tout cas n'est pas prioritaire dans le vote de la loi par rapport à l'Assemblée nationale. Le Sénat a quand même une particularité, c'est notamment en cas de ce qu'on appelle, d'après l'article 7 de la Constitution de 1958, je vous rappelle que la Constitution, c'est le texte de loi qui définit les pouvoirs des assemblées, du président, du Premier ministre. Eh bien, d'après l'article 7, en cas de vacance de la présidence de la République, alors la vacance, c'est-à-dire l'absence, eh bien, c'est le président du Sénat qui exercera son pouvoir. Je vous le traduis en français simple. Si un jour le président de la République était assassiné, eh bien, instantanément, au moment même, ce serait le président du Sénat qui le remplacerait. Si le président venait à mourir de maladie, là aussi, ce serait le président du Sénat qui le remplacerait. Alors, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises, hein. Par exemple, on sait aujourd'hui que François Mitterrand avait un cancer à la fin de son mandat. Il aurait pu mourir avant la fin et donc être remplacé par le président du Sénat. Et puis, il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat de présidents de la République sous la Ve République. Alors, c'était notamment le 22 août 1962 dans la région parisienne, l'attentat du Petit Clamart. Des partisans de l'Algérie française ne supportent pas, ne pardonnent pas à De Gaulle d'avoir donné l'indépendance à l'Algérie, et ils vont mitrailler, avec une mitraillette, il y aura presque 150 coups de mitraillette qui seront tirés en direction du général De Gaulle. Il est en train de passer
avec sa voiture et on va essayer de l'assassiner. Il y échappera par miracle. C'est ce qu'on appelle l'attentat du 22 août 1962, l'attentat du Petit Clamart. Et puis, vous avez le 14 juillet 2002, un militant d'extrême droite a essayé d'assassiner le président Jacques Chirac. C'était sur les Champs-Élysées le jour de la fête nationale. Les policiers l'ont arrêté avec un fusil sur lui, alors qu'il espérait tirer sur le président de la République. Alors, en cas de mort accidentelle, pour cause de maladie ou autre, ce serait donc le président de l'Assemblée nationale, et je vous signale, le président du Sénat, et je vous signale que le président du Sénat, depuis 2008, de manière quasiment ininterrompue, c'est ce personnage-là. Il représente un parti de droite, il est plutôt issu de la droite, il s'appelle Gérard Larcher. Alors lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a connu 3 présidents de la République en tant que président du Sénat. Donc il a d'abord connu Nicolas Sarkozy, puis François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. Et depuis 2008, si l'un de ces 3 personnages était décédé, eh bien ce serait notre nouveau président de la République. Le travail du pouvoir législatif, donc du Parlement, c'est de voter les lois. C'est son principal travail, même si ce n'est pas le seul. Mais pour la 3e, ça suffira largement si vous dites pouvoir législatif, Parlement, c'est le vote des lois. Alors, on va voir ici comment naît une loi. Et je remercie le dessinateur Plantu, qu'on utilise assez régulièrement dans ses cours, d'avoir fait un petit schéma, un petit dessin, une petite planche pour illustrer le chemin et l'adoption d'une loi. Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle l'avant-projet de loi. Alors, qui prend l'initiative d'une loi? Alors, ça peut être un ministre, ça peut être le gouvernement, ça peut être l'Assemblée nationale ou le Sénat. Il y a 3 institutions, gouvernement, Sénat, Assemblée nationale, qui peuvent prendre l'initiative de faire une loi. On sollicite une loi sur n'importe quel sujet, l'agriculture, le budget, encore que là ce serait plutôt le gouvernement. Ça peut être sur la construction de routes, d'autoroutes. Eh bien, on va d'abord demander un avant-projet, rédigé en général soit par un parlementaire, soit par un ministre. S'il est présenté par un ministre, il passe ensuite par le Conseil des ministres, il est voté en Conseil des ministres. Éventuellement, on demandera de s'assurer que la loi est bien juste, est bien légale, et il n'y a pas de problème de désaccord avec la Constitution. Et là, on demandera au Conseil d'État de relire le texte. Le Conseil d'État, ce sont en fait des juristes qui lui relisent le texte pour voir s'il y a un problème ou pas. Soyons clairs, aujourd'hui, c'est essentiellement l'Assemblée nationale et le gouvernement qui proposent les lois, un petit peu les sénateurs. Donc là, vous avez les chiffres pour 2020-2021. De plus en plus, c'est le gouvernement, mais enfin bon, là il y en a eu 54. C'est très fréquemment l'Assemblée nationale 355 et 22 propositions de loi sur cette période. Alors, une fois que l'initiative de la loi a été mise, eh bien, on va prendre l'exemple qu'il s'agit d'un ministre qui a eu l'initiative de la loi. Eh bien, le projet de loi va être présenté soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. L'ordre n'a aucune importance. Et le texte de loi sera d'abord, par exemple, voté au Sénat. Une fois que la loi a été votée au Sénat, le texte doit être transmis à l'Assemblée nationale. Et il faut que l'Assemblée nationale le vote. Si l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas d'accord, eh bien il va y avoir ce qu'on appelle une navette parlementaire. Le Sénat vote un texte de loi qu'il transmet à l'Assemblée nationale, qui va le modifier, donc il le retransmet au Sénat, qui le revote et le remodifie, donc on recontinue la navette, et ça peut durer énormément de temps. Tant que les 2 assemblées ne sont pas tombées d'accord sur un texte parfaitement identique, eh bien on va aller continuer cette navette, c'est-à-dire que le texte va naviguer d'une assemblée à l'autre. À un moment donné, on va réunir une commission mixte, paritaire, vous pouvez oublier le terme, hein, mais il s'agit en fait d'une assemblée constituée une commission constituée de sénateurs et de députés à parité, à égalité. On va essayer de trouver un accord, et si il n'y a pas d'accord, au final, c'est ce que dit ici le député, de toute façon on aura le dernier mot, eh bien le gouvernement peut décider que c'est l'Assemblée nationale qui tranchera, parce que sinon effectivement la navette parlementaire peut durer des mois et des mois et des mois et des mois. Une fois que le texte de loi a été adopté, soit par les 2 assemblées, soit uniquement par l'Assemblée nationale, eh bien on va promulguer la loi, c'est-à-dire que le président de la République va la signer et va la publier dans un journal qu'on appelle le journal officiel dans lequel on a toutes les lois. Voilà.
Voilà ce qu'il y avait à dire. On ne vous demande pas de tout savoir, tous les détails hein, sur le parcours d'une loi, mais voilà, vous avez quand même deux, trois petites choses à connaître, même si encore une fois, vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas en fac de droit, donc voilà, il faut savoir comprendre l'essentiel. Alors s'il fallait retenir trois idées, alors d'abord l'idée que le Parlement est constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat. En France, il y a deux assemblées pour voter les lois. Le gouvernement et le Parlement se partagent l'initiative de la loi. C'est effectivement soit un sénateur, soit un député, soit le gouvernement qui peuvent proposer une loi. Et la loi, elle est votée par les deux assemblées. Et si les deux assemblées ne sont pas d'accord, à l'issue de navettes parlementaires, eh bien, c'est la seule Assemblée nationale qui votera la loi. Voilà ce qu'il y avait à savoir sur le pouvoir législatif. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous en trouve. Au revoir à tous.